Allô Catherine! Salut Marie-Hélène! Autre mois, autre épisode, autre check-in. Comment tu vas aujourd'hui? Oh, moi ça va, le confinement puis les mesures de distanciation sociale se font sentir, le manque d'ensoleillement est dur, mais j'ai bien starté ma journée puis je suis vraiment contente d'être avec toi en ce moment. Moi aussi, je suis contente d'être là, puis moi ça va bien. L'automne a été quand même assez doux pour moi, je dirais. J'ai profité de l'espèce de vague de chaleur qui est sortie de nowhere, fait que j'ai fait le plein d'ensoleillement, puis même si c'est une période intense au travail en ce moment, ça va bien, le moral est bon. Alors on en profite, on met ça dans notre petit baluchon. Ben, bienvenue à notre podcast. On enregistre encore chez nous aujourd'hui parce que on n'a pas encore établi de protocole d'enregistrement sécuritaire, du moins pas pour cet épisode-ci. On espère être en studio le mois prochain. Mais voilà, c'est ça. On est chacune chez nous aujourd'hui, puis c'est en plein dans le thème pour ce mois-ci parce qu'on veut aborder la question du chez-soi, le vivre à la maison, comment on habite ce lieu où on vit, mais aussi maintenant ce lieu où on travaille, où on étudie, où on se divertit, où on fait de la thérapie même parfois. Tout ça à cause de la pandémie. Donc, de l'autre côté du thème musical, nous irons flotter ensemble sur ces eaux souvent réconfortantes du chez-soi, mais pas toujours. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Aujourd'hui, comme Marie-Hélène l'a mentionné, on va aborder le thème du chez-soi. Donc, le menu un peu de l'épisode d'aujourd'hui. Tout d'abord, on va vraiment plonger en eau profonde dans le thème du chez-soi. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous se sentir chez soi? Qu'est-ce qui peut faire obstacle au fait de se sentir confortable dans notre logement? Évidemment, on peut pas passer à côté de parler de notre rapport avec le télétravail puis les mesures actuelles de confinement puis comment ça impacte notre manière de vivre chez soi et d'être chez soi. En deuxième partie, en mode pataugeoire, on va vous inviter à rêver avec nous en parlant de nos maisons fictives de rêve. Et pour terminer, on fait un premier club de lecture avec le dernier numéro de la revue Françoise Thériault qui avait pour thème les maisons. Bon ben, le chez-soi, c'est un thème qu'on avait vraiment envie de parler, qui s'est comme imposé. Je pense qu'il faisait partie de nos thèmes, mais qu'avec le confinement qui est revenu cet automne, le retour au confinement, on avait encore plus envie d'en parler. Fait que j'ai envie de te demander, Marie-Hélène, pour toi, ça veut dire quoi te sentir chez toi? Laisse-moi prendre quelques instants pour me connecter justement à mon essence, là, parce que c'est une grosse question, tu sais. Ouais. Je sais pas, le premier mot qui me vient quand on parle de chez soi, c'est confort. Un intérieur qui nous appartient, un lieu qu'on meuble à notre goût, un peu qui nous ressemble, un peu notre cocon. Puis c'est ça que j'aimerais que mon chez-soi soit. Un lieu de repos, de ressourcement, mais de créativité aussi, puis esthétiquement plaisant. Pour moi, c'est important. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Puis, sans aller trop loin dans la discussion, tu sais, est-ce que je l'ai en ce moment, ce chez-soi-là dont je rêve? Pas tant, tu sais. Mm-hmm. Puis là, c'est comme, ben, j'essaie d'être bien chez moi malgré le fait que mon chez-moi n'est pas optimal, mettons. Je vais laisser ça là pour l'instant, puis je vais te retourner la question. Pour toi, Catherine, ça veut dire quoi te sentir chez toi?
Ben, pour moi, le chez-soi, c'est vraiment, tu sais, les mots qui me viennent, c'est comme l'endroit où je reviens, tu sais, comme l'endroit où je reviens me déposer, où je reviens comme tous les jours, c'est ça, me reposer, me déposer. Puis c'est drôle parce que, tu sais, en quelque part, tu sais, j'ai jamais autant peu quitté la maison qu'en ce moment, là, tu sais, que dans la dernière année, que dans les derniers mois. Fait que, mais ça reste comme, tu sais, l'espace, tu sais, l'idéal du chez-soi, pour moi, c'est vraiment, justement, là, tu sais, l'idéal, l'endroit où je suis confortable, où j'ai pu installer mon espace, où j'ai pu, j'allais dire comme, qui me convient puis qui convient à mes besoins, mais en même temps, il y a comme aussi une question de, tu sais, je pense pas, à moins d'être multimillionnaire, tu sais, c'est rare que comme le lieu où tu habites est parfait, là, tu sais, mais que t'as réussi à le faire marcher à ton goût, tu sais. C'est ça, c'est l'endroit où je reviens pour être confortable. J'ai envie de mentionner que, tu sais, souvent on entend la question comme introverti, extraverti, la différence entre les deux, puis dire comme on dit que la manière de distinguer si t'es introverti ou extraverti, c'est où tu vas chercher ton énergie, où tu puises ton énergie. Est-ce que c'est quand tu es avec les autres, tu gagnes de l'énergie, ou au contraire, c'est quand tu es seul que tu gagnes de l'énergie? Puis, moi, je me suis rendu compte que je suis vraiment un mélange des deux, puis que j'ai besoin des deux. Puis pour moi, la partie, mettons, d'introversion, c'est la partie de retourner chez moi, d'être chez moi, de pouvoir être tranquille dans mes affaires, dans mon lit. Je passe beaucoup de temps dans mon lit. J'aime relaxer, écouter la télé dans mon lit. Je passe vraiment beaucoup de temps là, parce que c'est un endroit où je me sens bien, que je me sens confortable. Puis je dirais que c'est comme mon bout, ma partie introvertie. Mais par contre, je sais que je suis une personne très, très extravertie qui a besoin de sortir puis de voir des gens, mais sortir pour mieux revenir dans mon chez-soi, là, tu sais. Mm-hmm. Ouais, je connecte vraiment avec ça aussi. Puis, est-ce que tu remarques que le fait, justement, de pas sortir autant, voir des gens, comment ça change ton rapport à ton chez-soi comme potentiel lieu de ressourcement? Je vais dire ça de même. J'ai jamais autant visité des sites de petites annonces et d'achat et ou location de lieux. Parce qu'en fait, je pense que en tout cas, quand on est tout le temps à la maison, puis aussi que notre rapport avec la maison change, parce que je pense que c'est ça qui est arrivé aussi tu sais, on va enchaîner éventuellement sur, tu sais, parler du télétravail puis tout ça, sauf que, tu sais, moi, dans mon cas, c'est nouveau pour moi, le télétravail, là. Oui, j'ai un bureau, un bureau, je veux dire pas une pièce, là, je veux dire j'ai un meuble là, sur lequel déposer mon ordinateur, ce qui est déjà beaucoup, mais j'ai pas de pièce à moi, tu sais. Puis j'ai toujours travaillé à l'extérieur, donc là, tu sais, de voir que mes besoins changent, ben tu sais, c'est sûr que ça te fait réfléchir à, ok, bon ben là, il y a plein de trucs qui marchent pas, on va les faire marcher. Mais au final, il marche pas tant que ça. Fait que... Puis aussi d'autres éléments, là, tu sais, notamment en ayant une enfant qui a 3 ans, ben avoir une cour, avoir accès à une cour, un espace où mon enfant peut aller jouer sans que je sois obligée d'organiser une expédition au parc, ben c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais, mais que en ville est assez difficile à obtenir avec un budget limité, mettons. Mais ça fait partie là, des choses là, c'est ça, d'avoir envie d'avoir un logement plus fonctionnel, qui a plus d'espace de rangement, que je peux, c'est ça, que je pourrais améliorer, aménager selon mes besoins, qui changent avec la situation actuelle. Puis j'ai le goût de te demander, est-ce que tu fais partie de ces gens qui envisageraient, qui oseraient un déménagement pendant le confinement? Ok, ouais. C'est drôle parce que je pensais que la question que tu allais me demander, c'était est-ce que j'envisage un déménagement dans une maison en campagne? T'entends bien qu'est-ce que tu vas entendre, fille? Ben, en fait, parce que la question, c'est que genre, c'est un beau rêve, mais c'est vraiment pas je pense vraiment pas que c'est pour moi. Moi, j'aime vraiment beaucoup habiter en ville, les services de proximité, pouvoir marcher partout. Fait que moi, aller quelque part à 20 minutes dans le bois, là, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais je dirais pas, comme, j'aurais pas dit ça au mois de mars, là, genre, ah oui, ça me tente de déménager au mois d'avril, mais je me dis que si c'est planifié d'avance, il doit avoir, tu sais, il y a plein de gens qui l'ont fait, je pense que ça doit s'organiser, là. Parce que là, je m'excuse, je veux pas trop te mettre sur le spot, là, puis tu pourras me renvoyer des questions aussi plus personnelles tantôt, mais tu sais, t'as mentionné vaguement comme les choses qui fonctionnent pas, tu sais, dans ton appartement. Quelles sont ces choses-là? Tu peux-tu me donner des exemples de comme d'affaires que t'es comme
voyons, tu sais, ça peut être aussi niaiseux que genre une porte qui est pas à la bonne place, que tu te pognes tout le temps l'orteil dedans, là, je sais pas, là, y a-tu comme des images que tu peux nous donner, genre de qu'est-ce qui fonctionne pas? Ben, je pense que tu le nommes bien parce que c'est vraiment comme une série d'irritants qui fait que comme quand tu passes plus de temps à la maison, ça finit par te gosser vraiment plus parce que moi, ça fait environ 5 ans que j'habite dans mon logement aussi. Fait que, tu sais, il y a comme un aspect que j'ai l'impression que, tu sais, là, je commence un peu à décorer. Je suis vraiment lente pour mettre des décorations sur les murs, accrocher des affaires. Tu sais, on dirait que mon appartement me convient de plus en plus dans un certain sens, mais il y a comme des irritants qui restent toujours. Le principal irritant qui vient de commencer parce que c'est l'hiver et la saison du chauffage, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur notre chauffage et donc sur la température du logement. Puis je dirais que là, jusqu'à maintenant, c'est quand même pas si mal. Sauf que les hivers précédents, c'était surchauffé. Puis je sais que c'est un beau problème, dans le sens que, tu sais, je suis super consciente qu'il y a plein de monde qui gèle dans leur appartement puis qu'au contraire, tu sais, c'est mal isolé, c'est un gros problème. Chez nous, il fait très chaud. Puis on dirait qu'il y a de quoi que je trouve déprimant de me promener en bobette chez nous au mois de janvier, là, tu sais, comme, il y a quelque chose de bizarre puis de, tu sais, en tout cas, là, et puis il y a des limites à la quantité de fenêtres que tu peux ouvrir dans un logement en hiver. Fait que c'est un peu ça. Puis, tu sais, certains trucs par rapport à la configuration, tu sais, le fait que, comme, c'est ça, tu sais, on a 2 chambres, on a un grand salon, on est chanceux, mais en même temps, on n'a pas de pièces fermées. Fait que, tu sais, si je dois, la fin de semaine, travailler, puis m'isoler de mon enfant, ben ma seule option, c'est d'aller dans ma chambre. Et évidemment, dans ma chambre, j'ai pas de bureau, mon bureau est au salon. Fait que c'est pas, tu sais, ça fait partie des choses, là, puis tu sais, des petits... Le fait, c'est ça, le pas avoir accès à une cour, tu sais, j'aimerais vraiment être à un rez-de-chaussée, avec un enfant, ce serait vraiment plus facile avec accès à une cour, mais c'est ça. Pour l'instant, tu sais, on a quand même des espaces verts, on a comme des espaces dans le quartier, on n'est pas comme complètement, tu sais, je suis super consciente, en fait, du privilège que j'ai d'avoir un logement qui est quand même bien, qui est quand même, c'est ça, là, tu sais, je suis près des services, je peux marcher pour aller pas mal n'importe où, mais en même temps, d'un autre côté, ben, c'est ça, il y a des petits... Puis le fait d'être pas mal tout le temps là, ben c'est sûr que ça met de l'avant. Mais j'ai envie de t'envoyer la question parce que toi, en fait, je sais que t'étais en télétravail avant le confinement. Fait que j'ai envie de te poser la question, comment ça fonctionne? Tu sais, pour toi, le télétravail n'est pas arrivé du jour au lendemain avec le confinement. Il était là avant. Fait que... C'est intéressant. Fait que dans le fond, ta question, c'est comment est-ce que le confinement a changé mon rapport au télétravail ou à ma maison? À ton chez-toi, mettons. OK, j'ai comme plusieurs choses que je veux répondre à cette question-là. Premièrement, c'est qu'on dirait que c'est venu comme rapetisser ma conception du chez-moi. Parce que, tu sais, moi, je suis dans le quartier Hochelaga à Montréal. Je considère que le quartier, as a whole, c'est mon chez-moi. Puis quand j'étais en télétravail, parce que, bon, j'ai un emploi à temps partiel, puis je fais des contrats aussi on the side. Fait que c'est vrai que le travail de la maison a quand même toujours fait partie de ma réalité. Là, c'est juste que j'en ai plus, tu sais, parce que je vais plus au bureau pour mon emploi. Mais c'est ça, quand j'avais un contrat, il fallait que je fasse de la rédaction, de la traduction, name it, ben je pouvais aller au café, tu sais, je pouvais aller travailler dans un café. Puis bon, c'est sûr que ça coûte cher des fois à un moment donné, mais il y a un aspect le fun d'être parmi les gens, une liberté, changer d'air littéralement. Oui. Là, j'ai plus cette possibilité-là d'aller travailler dans un café. Il y a eu une période d'ajustement. Le fait de plus voir mes collègues aussi, c'est sûr, ça me manque, là. Puis quand je les vois, c'est toujours à travers un écran, même si on a fait comme quelques 5 à 7 dans les parcs dans les derniers mois. Fait que c'est ça, j'ai l'impression que ma vie, qui était pas très large et exubérante, c'est comme encore plus rapetissée. Puis c'est dangereux potentiellement pour moi, ça, parce que j'ai une tendance à l'isolement. Puis je suis confortable dans l'isolement. Ça a été ma réalité pendant longtemps. À travers, tu sais, des expériences de burn-out ou de la consommation problématique, tu sais. Fait que je me retirais complètement. Je contactais plus les gens. Fait que c'est pas tout le temps un headspace comme super sain pour moi. Fait que j'essaie de me challenger
à sortir de chez nous, soit littéralement ou métaphoriquement, tu sais, appeler des gens, pas m'isoler socialement. Même si je peux pas toujours voir des gens en personne, tu sais, garder contact avec des gens. Puis d'ailleurs, ce podcast m'aide à rester en contact avec le monde parce qu'on se parle toutes les semaines. Mais aussi, c'est ça, aller prendre des marches, tu sais, renouer avec mon quartier, renouer avec ce lieu-là d'ancrage que j'ai choisi. Puis c'est ça, c'est pas toujours facile, j'essaie de pas me taper sur la tête parce que je sais que la honte n'est pas un moteur de changement, mais c'est ça, des fois je me regarde aller, là, il y a des journées que je suis comme, Marie, une marche, ce serait la meilleure chose à faire pour toi, puis je suis comme pas capable, tu sais. C'est ça. Moi aussi, comme... Je pense pas que j'ai tendance à m'isoler nécessairement comme de manière générale, sauf que je sais que c'est ça que j'ai fait pendant les dernières comme semaines, mois. Puis justement, là, tu sais, de passer des jours sans sortir, puis de me dire, faudrait juste que je sorte prendre une marche, mais en même temps, comme, il y a tellement... Je trouve, en tout cas, je sais pas, il y a comme... tu sais, un manque de motivation au fait de comme, tu sais, d'habitude, on prend une marche, tu sais, c'est bien rare que je vais prendre une marche pour prendre une marche, tu sais, d'habitude, je vais prendre une marche parce que je m'en vais quelque part, parce que, tu sais, c'est mon, tu sais, je marche beaucoup comme, tu sais, j'ai pas de voiture, c'est sûr que c'est un de mes moyens de transport, là, la marche, mais en même temps, aller prendre une marche pour prendre une marche parce que je sais que je pourrais pas aller nulle part, parce que je peux pas aller dans un café, parce que je peux pas aller je peux pas aller me déposer n'importe où d'autre, pis c'est encore plus vrai avec le froid qui arrive, ben, tu sais, j'ai passé vraiment beaucoup de jours, puis là, je sortais juste par, comme, pure nécessité, là, tu sais, de genre, OK, bon, ben, c'est moi qui, ce matin, qui dois aller à la garderie porter mon enfant, fait que je vais sortir à ce moment-là, puis là, je reviens, mais je sors pas plus, puis c'est ça, c'est difficile, là, c'est ça, il y a comme il y a un isolement qui vient avec la distanciation sociale, puis comme tu dis, tu sais, il y a des moyens de, même sans sortir, de se parler, mais en même temps, je trouve que ça nous met dans un mindset qui peut être nocif, là, qui peut être... Ouais, puis il y a beaucoup de choses qui allaient de soi avant, tu sais, ne serait-ce que juste... pour moi, dans le cadre de mon emploi, tu sais, prendre le métro, arriver au bureau avec des collègues, revenir en métro, j'ai vu plein de gens, là. Puis j'ai pas fait d'effort, quote unquote, c'est juste, ça allait de soi. Ouais. Maintenant, si je veux avoir la même expérience, là, faut que ça soit très pensé d'avance, là, justement. Tu sais, j'ai comme, OK, j'ai quelque chose à aller chercher, puis ce quelque part-là, je dois m'y rendre en métro, mettons. Tu sais, je vais pas prendre le métro pour le fun, tu sais. Ben oui, puis en plus que c'est pas conseillé, là. Ben, c'est ça, pas tant. Quoi que c'est rassurant en même temps de voir que, comme, finalement, les gens mettent leur masque comme du monde, là. Oui. C'est quand même intégré, tu sais. On peut avoir aussi une perception faussée de la réalité. Je fais une petite parenthèse, là, mais comme... Si t'es un petit peu sur les médias sociaux, tu peux comme penser que le monde n'est fait que d'hurluberlu, genre qui se méfie des consignes sanitaires. Puis si tu es dans le monde un petit peu, tu te rends compte, non, OK, oui, il y a peut-être une couple de tarés, mais règle générale, les gens comme respectent le port du masque et tout. Fait qu'il y a un petit côté rassurant à ça. Mais en tout cas, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui... L'espèce de contact humain sans effort qui faisait partie de notre quotidien, maintenant, c'est comme ça nécessite plein de préparation mentale, genre, tu sais, ou de juste de faut le faire de manière consciente, ça fait plus partie de notre routine. Ben oui, c'est ça, puis c'est aussi, ça demande des précautions aussi, là, tu sais, parce que c'est pas aussi simple, tu sais, en ce moment, je sais que la consigne, tu sais, après ça, il y a la consigne officielle, mettons, des gouvernements, puis après ça, il y a comme, tu sais, notre propre gestion de risque individuelle, mais tu sais, en théorie, en ce moment, on n'a pas le droit de se donner rendez-vous pour aller prendre une marche, ce qui était possible au printemps, ben là, on n'est pas supposé faire ça en ce moment, tu sais. Ils ont comme dit quelque chose, genre, si tu croises quelqu'un par hasard, t'as le droit de continuer ta marche avec, mais comme t'as pas le droit de... Ben oui, je sais que c'est cave, mais tu sais, je fais juste le nommer. Puis moi, en tant que personne qui est mal à l'aise quand elle a l'impression qu'elle ne respecte pas les règles, ben, il y a comme des couches qui s'ajoutent de comme, si j'ose donner rendez-vous à une amie pour aller prendre une marche, justement, j'ai comme l'impression qu'on commet un délit, là. Oh my gosh! Mais tu sais, mais après ça, je sais, tu sais, je suis consciente que comme, tu sais, notre activité est pas à risque, mais en même temps, elle est quand même plus à risque que si j'étais embarrée chez nous, là, mais... Tout à fait. Les risques sont autres. Ouais.
Non, c'est ça. Mais je veux te demander, Marie-Hélène, est-ce que tu t'es lancée dans des grands projets de rénovation ou de réaménagement de ton logement, ou est-ce que tu aurais voulu faire ça? C'est ça. À la première question, j'aurais tellement aimé te répondre oui, là. Tu sais, j'aurais tellement aimé te dire comme oui, tu sais, j'ai sorti ma perceuse, puis je t'ai posé ça des tablettes, puis non, c'est pas la réalité. Il est arrivé deux choses durant le confinement jusqu'à maintenant. Premièrement, je me suis acheté un nouveau lit. Oh. Un lit neuf. Puis, tu sais, moi, je veux pas écœurer personne, mais c'est ça la vie. Dans mon appart précédent, on avait eu un problème de punaise de lit. Qui logeait, entre autres, dans mon lit qui était en bois. Oh, un non. lit en bois de chez Ikea, que j'aimais beaucoup, mais comme, je suis traumatisée par les lits en bois. Hey, je comprends. Alors là, je voulais m'acheter comme un lit en métal qui avait de l'allure. Puis là, ben, il y a la question des sous aussi qui rentre là-dedans. Fait que, en tout cas, j'ai fini par me trouver un lit que je trouve correct sur Wayfair. Fait que là, j'ai un nouveau lit. Ça, c'est comme une chose. Puis l'autre chose, c'est qu'à un moment donné, je sais pas, là, c'était un soir cet été, puis je trouvais que l'utilisation, parce que moi, j'ai comme une pièce double, dans le fond, salon, chambre à coucher, puis je trouvais que mon salon était comme pas optimal, puis mon sofa, il était dans la partie chambre, genre, puis là, j'étais comme, ça marche pas, ça me gosse, là, j'ai comme eu un flash, fait que là, comme, à 2h du matin, j'ai tout changé mes meubles de place. Puis, est-ce que je suis satisfaite à 100% du nouvel arrangement? Actuellement, non, mais c'est mieux que c'était. Puis, en fait, je me suis rendu compte que là, avec cette nouvelle configuration-là, il fallait comme que je change mes meubles. Parce que là, j'ai comme une bibliothèque longue et basse que je voudrais changer pour une bibliothèque comme haute et mince. Ouais. Fait que, mais là, je manque de temps et d'argent pour magasiner des meubles, même seconde main. J'ai pas de char. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, le transport de tout ça. Fait que c'est, pour utiliser une de mes expressions préférées, c'est un peu tabarnak en ce moment. Et du fait que je sais que la configuration de mon appart est pas la configuration quote-unquote finale, ben, je m'empêche de poser des cadres au mur. J'en ai tout plein, là. J'ai des miroirs, j'ai plein d'affaires à accrocher. Mais je les accroche pas parce que j'ai des murs en béton. Je suis dans un demi-sous-sol. Ouais. Et puis, j'ai cogné au mur, mais c'est comme le mur qui est pas en béton que je viens de cogner. Je voulais faire une démonstration, ça a pas marché. Bref, mais la plupart de mes murs sont en béton, donc j'ai besoin d'une perceuse à percussion que j'ai acquis chez Canadian Tire cet été, mais je l'ai pas vraiment utilisé encore parce que je pose pas de décoration au mur parce que je manque de meubles. Fait que oui, c'est long et tortueux, puis c'est comme je vis encore un peu avec les conséquences de ma vie qui a comme déraillé solide autour de 2015-2016, là. Puis tu sais, j'ai eu aussi plusieurs expériences de colocation durant lesquelles mes colocs avaient des meilleurs meubles et électroménagers que moi. Fait que comme je me suis départie de plein de choses. Fait que là, maintenant que j'habite à nouveau seule, ben là, c'est comme, il y a plein d'affaires qu'il faut que je rachète, tu sais, puis... je pense que j'ai sous-estimé initialement quand j'ai emménagé dans ce lieu-là, puis c'est correct, là, c'est pas... Je ne regrette pas le fait d'habiter ici et d'habiter seule, mais je me disais que je pourrais peut-être m'en sauver en bas de 500 pour me remeubler, puis c'était comme une illusion que j'ai sortie de je sais pas où, là, comme clairement ça va me coûter autour de 1000, si pas plus, fait qu'il faut que je planifie, faut que j'étale ça sur plusieurs mois, faut que j'y aille par priorité, tout ça. Ça va pas se faire par magie, tu sais, ça aussi ça va venir avec beaucoup d'intentionnalité, puis j'y suis pas encore, puis je travaille juste à faire la paix avec ça, tu sais, sans give up, genre sans dire je n'y arriverai jamais, dire bon mais ça va se passer sur un temps que je peux pas vraiment prévoir. Puis c'est la vie, I guess.
Ouais, je me reconnais un peu dans ce que tu dis, Marie-Hélène, tu sais, l'espèce de lourdeur des tâches, tu sais, ce que t'évoquais, là, de, tu veux pas placer des choses sur tes murs parce que t'as pas placé tes meubles aux bons endroits ou des trucs comme ça, tu sais. Moi aussi, j'ai l'impression que c'est des choses qui arrivent, puis j'admire vraiment beaucoup les gens qui sont capables, tu sais, de changer leur déco puis de changer leur aménagement sur un 10 cents constamment. Puis des fois, littéralement, comme ça leur coûte 10 cents. Oui, ben c'est ça. C'est des gens qui ont juste un don pour, genre, trouver des affaires pas chères, gratuites. Je n'ai pas ça. Vraiment pas, puis tu sais, en plus que comme moi, oui, des fois je trouvais des affaires pas chères, mais genre oui, j'allais dans des friperies puis des comptoirs familiales, et là, chose que je ne fais plus, je suis allée une fois depuis septembre, même pas depuis septembre, depuis le mois de mars, tu sais, fait que c'est pas c'est ça, c'est vraiment plus difficile, puis honnêtement, je sais que ça peut bien se faire là, mais acheter des trucs par les petites annonces en ce moment, ça me donne vraiment pas comme c'est vraiment pas dans ma zone de confort, tu sais. Puis en plus, c'est super compliqué, puis c'est sous le temps dans le fond de la banlieue, là, fait que moi, j'ai pas envie d'y aller. On se rappelle que j'habite à Québec. mais c'est ça, mais je vois des gens là sur les réseaux sociaux, tu sais, montrer leur tu sais, ouais, ils ont reviré leur pièce de bord, puis là 2 semaines après, ils ont tout refait, fait que là tu sais, oui, ils patchent des trous, mais on dirait que moi j'ai comme non, je veux pas patcher des trous, je sais pas comment, je veux pas faire ça, tu sais, je manque de skills un peu manuels. Puis je vais regarder du monde. Dernièrement, c'est ça, là, tu sais, j'ai regardé l'Instagram d'une mère de famille qui a 4 enfants. Fait que je me dis, bon, ben, tu sais, elle a clairement des besoins différents des miens. Et manifestement, elle a des budgets qui sont différents des miens parce que, tu sais, elle se construisait une maison. Tu sais, qu'elle design, ben pas qu'elle designait, mais tu sais, je veux dire, comme elle avait pris toutes les décisions concernant l'aménagement. Fait que tu sais, une super grosse maison avec une cuisine immense, avec un walk-in, garde-manger, avec, tu sais, puis c'est vraiment pas, tu sais, je dis pas ça pour faire du hate puis dire comme, tu sais, je veux dire, je la suis parce que ça m'intéresse, je veux dire, tout comme j'écoute des shows de rénovation, là, tu sais, comme, mais en même temps, ça me semble tellement hors de ma portée. Ça fait rêver, tu sais, ça fait rêver. Je pense que, tu sais, puis il y a quand même des aspects positifs, puis tu sais, des fois, ça peut inspirer, puis ça peut dire comme, oui, j'aurais envie que, tu sais, je pourrais organiser ça de même, mais tu sais, en même temps, comme je regardais, elle a comme une espèce d'entrée, tu sais, comme une petite pièce, là, littéralement, pour mettre comme tous ces trucs pour accrocher les manteaux, les bottes, tu sais, encore là, tu sais, je répète qu'elle a 4 enfants, fait que, tu sais, bien sûr qu'il faut que... Mais en même temps, je veux dire, il y en a qui ont 4 enfants qui ont pas cet espace-là, d'une part. Mais elle a-tu du staff? Genre, non. Minimalement, elle a du staff pour l'aider à prendre ses photos, là, je veux dire. Non, je pense que non. Tu sais, je pense qu'elle est comme dans la catégorie petite influenceuse, là, mais pas... En tout cas. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que, comme, mettons, une des choses, tantôt, tu me demandais les petits irritants de mon logement, ben, mon entrée, super sombre, super étroite, que le garde-robe est comme à 8000... tu sais, que je peux jamais rendre un tapis jusque-là, fait que l'hiver, tu sais, fait qu'on a comme une patère qu'on a installée, on s'est organisé. J'ai acheté un rack à souliers. Durant le confinement, j'ai acheté un rack à souliers à un moment donné parce que le nôtre, il était comme à 2 étages, vraiment tout brisé. Puis là, il y a genre 6 étages. Je capote. J'ai vu ton rack à souliers. Il est très impressionnant. Il est très impressionnant. Il est très cheapette. J'espère qu'il va me durer plus qu'une année. Mais c'est ça, tu sais, mais à un moment donné, c'est parce que, tu sais, même si j'avais eu l'argent pour investir dans un meuble, mettons, plus massif, plus durable, plus même pratique, ben, il rentre pas dans mon entrée, là. Je veux dire, j'ai pas d'espace pour le mettre. Je vais certainement pas le mettre dans mon salon, là. Fait que c'est ça. Le meuble central. Juste à côté de la télévision, là, le meuble à souliers, c'est d'un chic. Mais je comprends vraiment le rapport complexant, c'est peut-être fort, là, mais en tout cas, c'est juste, ça te ramène des fois à ta propre réalité puis à des fois un sentiment d'échec personnel, là. Comme moi, je sais que présentement, je prends une pause d'Instagram, comme, j'ai pas fermé mon compte, là, mais j'ai délité l'application sur mon téléphone pour plusieurs raisons, parce que c'est un gobe-temps fou, là, mais aussi parce que, il y a des comptes, des fois, qui peuvent être comme triggering, tu sais, puis c'est sûr que je peux me désabonner, là, ce que je fais des fois par ailleurs. Mais dans les premières semaines de la pandémie, il y a eu un compte, je pense qu'il a été créé à cause de ça, ou en tout cas, s'il n'a pas été créé durant la pandémie, il y a vraiment comme
blossom au niveau des followers là, pendant la pandémie. Ça s'appelle Entre quatre murs. Puis comme, je dis pas ça pour dire ce compte ne devrait pas exister, là. Je parle juste de moi, mon rapport à ce compte-là. C'est que j'ai l'impression que c'est beaucoup d'appartements soit de jeunes professionnels ou comme de personnalités proches du monde des médias et du monde artistique, tu sais. Puis là, ils montrent leurs intérieurs. Fait que c'est comme, techniquement, ça me serait accessible, tu sais, parce que c'est comme, c'est des gens de ma classe sociale, mettons, tu sais, genre. Puis je vois leurs intérieurs avec des belles petites plantes, des petites couleurs relaxantes, les meubles, le truc. Puis je regarde chez moi, puis je suis comme, mais je voudrais donc que ça ressemble à ça, puis ça ressemble pas à ça. Puis qu'est-ce que je fais pas bien, tu sais? Puis c'est ça, je me suis comme abonnée, désabonnée, rabonnée, puis là, comme j'y vais plus, mais j'aimerais ça, éventuellement, avoir un endroit où je peux inviter le monde sans sentir qu'il faut que je m'excuse de quoi ça a de l'air. Puis j'essaye de pas le faire, j'essaye de pas m'excuser parce que les quelques personnes qui viennent me voir, tu sais, ça arrive plus tant, là, mais tu sais, j'ai peut-être vu, tu sais, 2 amis durant l'été, ma sœur est venue le mois passé, puis j'essaie consciemment de ne pas m'excuser du lieu où j'habite parce que les gens viennent me voir moi, ils viennent pas voir mes murs. Mais n'empêche que on dirait que c'est comme un reflet de moi que je n'aime pas. C'est un peu comme porter des vêtements dans lesquels t'es pas bien. Tu sais, t'es comme, ah, mais c'est pas moi ça, mais c'est juste ça que j'ai. Puis c'est un petit peu ça que je me sens par rapport à mon appart. Tu sais, il me coûte pas cher, il est bien divisé, mon proprio, il est super fin, j'aime la rue où j'habite et il me ressemble pas encore assez. Puis j'ai comme une petite déception quotidienne, tu sais, que je vis. C'est comme un peu en trame, mais j'apprends à vivre avec ça parce que des fois, la vie est pas qu'est-ce qu'on imaginerait. Puis c'est juste ça. Ouais. Ben, puis je pense que c'est la décoration. C'est parce qu'on dirait que la décoration, j'ai l'impression qu'on pense que c'est tout le monde devrait être capable de faire ça de la déco, là, mais c'est comme, tu sais, il y a quand même un set de skills associés à ça, là. Moi, je sais que ma belle-mère est vraiment top, là, tu sais, elle va rendre n'importe quel espace comme full beau, mais tu sais, c'est difficile, c'est pas facile, puis c'est encore moins facile parce que, tu sais, comme t'as dit, là, dès que tu t'en vas dans une place, là, tu vas au Canadian Tire, tu vas dans n'importe quel magasin de déco, là, je veux dire, comme, les billes, ça monte. Moi, souvent, comme je me dis, ah oui, j'ai comme l'idéal de ce que je voudrais aller me procurer, mettons, pour faire, tu sais, pour aménager un espace dans mon appartement. Puis au final, j'y vais, puis je suis comme, ben là, oublie ça, là, je peux pas acheter ça, là, comme ça a pas de bon sens, là, comme c'est pas, c'est hors de prix, là. J'ai osé aller au Ikea l'autre jour, puis j'étais comme, mon Dieu, mais comme tout est tellement cher, puis même quand les choses sont pas chères, mais tu sais, c'est parce que tu vas pas acheter là juste 3 vis, là, tu sais, t'as toujours tant besoin de plus de choses, tu sais, puis ça finit jamais. C'est comme quand tu déménages, puis comme tu disais, là, tu pensais que tu t'étais imaginé que ça allait coûter 500$ pour te rééquiper, puis finalement, tu t'es rendu compte que c'était vraiment pas ça. Là, tu sais, il me semble que quand tu déménages, tu fais juste ça, aller acheter des affaires parce qu'il manque des trucs, parce que finalement, ton meuble que t'avais, il fit pas au nouvel endroit, parce que là, c'est infini, là. Fait que, tu sais, faut avoir accès à un budget, faut avoir du temps pour faire ça, faut avoir... l'œil, l'énergie aussi, oui. Quand t'habites seul, en plus, puis comme tu dis, t'as pas les skills, tu sais, comme, c'est ça, là, je l'ai acheté, ma perceuse, mais comme, quand je vais l'utiliser pour vrai la première fois, que je vais faire un trou dans mon mur en béton, ça va me demander du guts, là, tu sais. Moi aussi, j'ai des murs en béton chez nous, puis je te dirais, une chose que j'ai découverte, c'est, toute la compagnie 3M, tous les autocollants 3M pour coller des affaires, là. Honnêtement, il y a quand même des trucs pas pires, dont pour poser des cadres qui sont pas trop lourds. C'est ça, là, j'ai comme des murs en béton pis des murs pas en béton, fait que genre mes cadres lourds, je les mets sur les murs pas en béton. Puis sur mes murs de béton, je mets comme justement là, tu sais, des trucs moins lourds que je peux fixer avec différents crochets. Ça peut être pratique. C'est smart. Je retiens ça pour la suite. Merci, Catherine. Ça fait plaisir. Fait que je sais pas pour toi, Marie-Hélène, moi je sais qu'en tout cas, pour essayer de réunir mes fantasmes de maison ou d'aménagement puis ma réalité, ben
je sais que personnellement, j'aime bien magasiner des maisons en me promenant dans des quartiers, là, tu sais, comme quand je prends des marches, justement, je vais regarder les maisons de l'extérieur, puis je vais faire comme « Ah oui, cette maison-là est belle », puis c'est encore plus drôle, je trouve, quand c'est dans un quartier où il y a des vraiment belles maisons, puis des maisons chères que tu sais que t'auras jamais les moyens de te payer, mais que là, t'es comme « Ah non, pour vrai, celle-là, là, non, les fenêtres sont vraiment trop grandes ou vraiment trop petites, c'est vraiment pas mon genre. » Moi, en tout cas, c'est une activité que j'aime vraiment beaucoup faire. Fait que pour moi, le magasinage virtuel de maison, ou ben pas virtuel, mais disons fictif de maison, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis ben c'est ce qu'on va vous inviter à faire dans le prochain segment. Alors, on vous revient très bientôt avec nos maisons fictives de rêve. Fait que vous écoutez toujours Entre deux eaux et dans cet épisode-ci, on parle du chez-soi. Puis là, on a un peu parlé dans la première partie de notre chez-soi réel. Mais moi, j'ai envie de nous faire rêver. Je sais pas si t'es comme moi, Marie-Hélène, mais moi, j'aime vraiment ça quand j'écoute de la télé, quand je vois des films, ou même des fois quand je lis des livres. Il y a vraiment des fois des maisons qui m'accrochent, ou des lieux que je me dis, tu sais, je me visualise, là, je me vois habiter là, puis je me demandais si toi, il y en avait, là, ce genre de maison-là dans lesquelles tu t'imagines, là. On en a parlé un peu en préparant l'épisode, puis on dirait que j'ai comme rien qui m'est revenu en tête. Tu sais, je sais que, par contre, pour ma mère, quand j'étais plus jeune, puis qu'on écoutait, mettons, des comédies américaines, tu sais, genre dans Home Alone, dans Le Père de la mariée, dans Beethoven, tu sais, c'est comme cette maison typique américaine, là. Ma mère a trippé. Ah, y a-tu une belle maison dans ce film-là? Tu sais, on parlait d'un film Nowhere, puis comme, ah, la maison là-dedans, tu sais. J'ai moins ce rapport-là. Je me souviens, par contre, que, en fait, moi, c'est plus... Dans When Harry Met Sally, Harry a un loft extraordinaire. Il y a une scène à un moment donné où il déroule un grand tapis, là. Je pense que j'idéalise un peu les espaces loft. Puis dans le film Big aussi, il y a comme une maison avec plein de patentes, genre de... Je pense qu'il y a une machine à boules dans sa maison. En tout cas, j'ai longtemps fantasmé d'avoir une machine à boules, puis genre une machine distributrice de coke, genre, dans ma maison. Tu sais, comme, c'est plus mon rêve maintenant, là. Mais il y a eu une époque où j'avais une esthétique très pop, puis je voulais ça. Puis c'est sûr que si j'avais une super grande maison, j'aimerais ça avoir une machine à boules, là. Je trippe ma vie. Mais sinon, je pense que quand je pense c'est quoi ma maison de rêve, c'est comme plus tard, dans ma cinquantaine, que j'aurai comme un ranch, puis j'aurai un gros chien. Oh. Ça, c'est comme un de mes fantasmes. Puis l'autre fantasme, c'est de dire, qui est peut-être plus accessible, je sais pas, mais c'est les petites maisons shoebox, là, il y en a plusieurs à Montréal, des petites maisons carrées sur un étage, qui sont pas trop grandes, mais que t'as un terrain à l'avant puis à l'arrière. Comme, si un jour je peux avoir une hypothèque puis avoir une de ces maisons-là qui doivent valoir comme au moins un demi-million, là, j'aimerais vraiment ça. Mais c'est pas pour maintenant. C'est ça qui me fait rêver. Puis toi, Catherine, c'est quoi tes maisons de rêve? Mais c'est drôle parce que la première maison qui m'est venue en tête, c'est vraiment le manoir dans le film Le Jardin secret, qui est comme un espace, tu sais, pis c'est dans le milieu de nulle part, là, c'est comme dans les campagnes anglaises, puis c'est gigantesque, tu sais. J'ai comme une fascination sur des espaces de vie qui sont assez grands pour que t'en oublies des secteurs, là, tu sais, comme, parce qu'il y a, tu sais, dans ce film-là, il y a comme le petit garçon qui vit caché, fait que, tu sais, le fait que, comme, tu sois capable de cacher un être humain dans une maison, c'est assez impressionnant. Puis en même temps, ça me faisait peur aussi, là, tu sais, comme il y avait quand même des espaces qui me faisaient peur, mais ça m'arrive souvent de rêver que je vis dans des espaces, comme tu sais, dans mes rêves, là, quand je dors, de vivre dans des espaces qui sont comme super grands ou comme ça, ou des hôtels, tu sais, puis
il y a aussi un peu, tu sais, des fois, le fait que je me perds dans ces lieux-là, dans mes rêves, mais comme, tu sais, où j'en découvre des sections que je connaissais pas, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que c'est vraiment une maison que je trouvais fascinante. Mais après ça, ce qui est vraiment drôle, c'est que plus ça va, plus que comme... C'est peut-être aussi le fait que là, je suis comme consciente de la charge de travail associée à tenir une maison, entretenir une maison. Fait que là, j'ai comme une fascination sur, tu sais, les espaces qui sont plus petits, très fonctionnels, tu sais, où tout a une raison d'être, puis je vais aller jusqu'à l'extrême, puis visionner vraiment beaucoup de vidéos de mini-maisons, de construction de mini-maisons, puis de même des VR, parce que comme, dans le fond, quand c'est un véhicule qui est transformé en habitation, ben c'est sûr que t'es encore plus limité dans l'espace que tu peux avoir. Fait qu'il y a comme quelque chose... En même temps, je pense pas que je rêve nécessairement de vivre dans une mini-maison, parce que ce serait beaucoup trop petit, puis je suis trop attachée aux objets pour comme me départir de tout, là, comme ça fonctionnerait pas, mais tu sais, j'aimerais ça... Tout comme j'aime aller dans des chambres d'hôtel, tu sais, je pense que j'aimerais ça peut-être passer quelque temps dans un espace comme celui-là, tu sais, qui est très fonctionnel. En même temps, je pense qu'à la longue, tu sais, des fois, je me sens enfermée dans mon 5,5, fait que c'est sûr que je me trouverais enfermée certainement dans un genre, je sais pas combien de mètres carrés, là, mais... Ouais, mais en même temps, comme la planète peut être potentiellement ton salon, tu sais, tu peux prendre ton café assis devant une montagne, là, tu sais. Oui, bien sûr, ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a comme d'autres choses complètement, là, tu sais, c'est complètement une autre expérience. C'est pour ça que je dis, tu sais, je pense pas que c'est vraiment une volonté de déménager là-dedans, mais plus c'est ça, là, comme de vivre l'expérience, là, de vivre dans un si petit espace. C'est comme le fun de s'imaginer, en fait. Oui. C'est comme un exercice d'imagination. Moi, un peu à l'opposé du spectre, une chose que je fais pour m'évader, bon, j'écoute beaucoup de télé-réalité, si vous le savez pas, vous allez le savoir, mais pendant la pandémie, j'ai visionné les 3 saisons de Selling Sunset, qui est une qui est une émission qui est un peu comme The Hills, mais pour les adultes, là. Fait que c'est l'histoire d'une boîte d'agents d'immeubles qui vendent des grosses cabanes à Los Angeles et à Beverly Hills qui sont comme plusieurs millions chaque, genre. Bon, il y a pas beaucoup de choses qui se passent, mais tu peux voir des intérieurs de maisons à LA, ben comment ça coûte cher pour ce que c'est, mais en même temps, le luxe qui est comme un peu pris pour acquis, tu sais, quand même l'opulence là, de certaines œuvres d'art ou de certains meubles minimalistes ou la vue, des fois, qui est complètement spectaculaire, tu sais, c'est comme... OK, ça vaut peut-être pas plusieurs millions, mais comme clairement, ça en vaut peut-être au moins un, tu sais. Fait que l'opulence de ces lieux-là, puis de voir comment, tu sais, comme pour quelqu'un, des fois, une transaction de genre 16 millions, c'est un pet, là. C'est wild, tu sais. Puis c'est un monde auquel j'ai pas accès, auquel j'aspire pas nécessairement, mais c'est quand même le fun un peu de se projeter dans ces lieux-là, tu sais, quand Catherine et moi, on imaginait le segment, quand on parlait de maison de rêve, moi, tout de suite, l'expression qui m'est venue en tête, c'est Barbie's Dream House, tu sais. Fait qu'il y a comme un aspect de maison de Barbie, je trouve, à regarder Selling Sunset, puis je voudrais pas vivre là, mais c'est intéressant comme exercice de juste s'imaginer, tu sais, exister dans ces lieux-là. Je sais pas s'il y a un équivalent pour toi, là, de comme... Tu sais, c'est un peu fantastique, mais c'est comme drôle. C'est pas ce qu'on veut, mais c'est attirant, je sais pas, si tu peux connecter avec ça. Ouais, ben, moi, c'est drôle parce que, tu sais, tu parlais de Selling Sunset, puis moi, tu sais, c'est pas une... Je sais c'est quoi, mais c'est pas une série que j'ai écoutée. Par contre, une série que j'ai écoutée sur Netflix dernièrement qui rejoint un peu la même chose, mais qui est vraiment pas la même facture, mettons, ou la même approche, c'est The World's Most Extraordinary Homes. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Non, j'ai essayé de le prononcer comme il faut. Puis dans le fond, c'est comme une série où 2 personnes, un est architecte, l'autre, je pense, c'est une actrice là anglaise. Ils parcourent le monde pour voir des maisons qui ont des architectures qui ont 100 bon sens, là, tu sais, comme des trucs super extravagants. Puis tu sais, pas juste cher, c'est comme, tu sais, c'est des maisons qui... Je me souviens d'une là, qui a l'air d'un bunker puis qui a comme pas l'air d'une maison, là, tu sais, puis que les pièces, c'est comme... Ça a pas l'air d'une maison, mais genre, c'est comme une maison de campagne pour certaines personnes.
sais, il y avait des maisons dans lesquelles je comprenais même pas que des gens puissent même pas habiter, comme dormir là comme c'est comme des concepts architecturaux, genre. Exactement, tu sais, mais ça fait complètement rêver, puis c'est ça, c'est drôle là, tu sais, puis je me retrouve à comme essayer de me voir est-ce que j'aurais envie, puis c'est ça, moi je pense que mon critère quand je regarde des maisons de même, ben ou des maisons en général, c'est est-ce que j'habiterais ici ou est-ce que j'habiterais pas ici, tu sais, on dirait comme au-delà, tu sais, peu importe là, tu sais, je sais là que j'habiterai jamais dans une maison comme ça là, tu sais, c'est des maisons à plusieurs millions de dollars là, c'est certain que j'habiterai jamais là, mais comme OK, est-ce que ça a l'air est-ce que ça a l'air de mon chez-moi? Est-ce que je sens que ça pourrait devenir mon chez-moi? Tu sais, c'est un peu ça, puis ça revient à la question qu'on se posait au début, là, en fait, là. Pour moi, tu sais, parce que t'as dit, c'est beaucoup une question de est-ce que je me sentirais, tu sais, chez moi ou pas? Puis, au final, ce que ça me dit, c'est que le chez-soi, c'est beaucoup plus un sentiment, puis c'est pas nécessairement rationnel, tu sais. C'est comme, est-ce que tu te sens bien? Ouais. En tout cas, c'est intéressant. Je vais poursuivre la réflexion sur mon propre temps, mais parlant de sentiments liés à la maison, on se retrouve de l'autre côté de la petite musique pour parler du dernier numéro de Françoise Stéréo qui nous a fait vivre plein d'émotions. Bienvenue, c'est déjà la dernière partie de l'émission et on inaugure encore une fois ce mois-ci un nouveau segment, le club de lecture. Ce sera pas toujours un segment thématique, mais cette fois-ci ça l'est parce qu'on trouvait que c'était très à propos de parler du dernier numéro de Françoise Stéréo sorti il y a quelques semaines qui porte sur les maisons. Françoise Stéréo, si vous ne savez pas, c'est une revue d'idées qui est portée par le projet féministe. Elle est diffusée sur le web. Est-ce qu'elle existe aussi en version papier? Il me semble que oui, mais il me semble que ce numéro-ci n'est pas en papier par pandémie. En fait, Françoise Stéréo a publié une anthologie, je vais dire en 2017. Je sais plus c'est quoi l'année. Ils ont sorti une anthologie des premiers numéros, là, dans le fond, ils ont choisi des textes. Ouais, parce que je pense que là, le numéro sur les maisons, c'est le numéro 14. C'est le seul qui va être publié en 2020. Puis c'est ça, Catherine et moi, on l'a lu sur le web. C'est tout accessible là, en ligne. On va vous mettre le lien dans les notes de l'épisode. Puis c'est un numéro super touchant. On vous invite vraiment à le lire. Moi, j'ai pris comme 3 soirées là, dans ma semaine pour le lire au complet. T'as comme des espèces d'essais photos, t'as des textes plus personnels, t'as des textes qui ressemblent presque à de la poésie. Il y en a d'autres qui sont vraiment des entrevues ou plus des articles sur des éléments de l'actualité. Puis on voulait vous parler de nos articles préférés. Alors, lançons-nous. Mais je pense, Catherine, avant, tu voulais faire des petits shout-outs. Ben oui, en fait, c'est ça, parce que là, les articles qu'on a choisis aussi, je pense que Marie-Hélène et moi, on a essayé de choisir des articles aussi qui nous parlaient davantage sous le regard de l'émission qu'on préparait aujourd'hui, mais on voulait vraiment saluer nos amis qui ont écrit des textes dans ce numéro-là, donc Tiffaine Leclerc, Laurence Simard, Anne-Christine Guy, qui ont écrit des textes magnifiques. C'est pas les textes dont on va vous parler aujourd'hui, mais on vous invite fortement à les lire. C'est des textes engagés, des textes touchants, des textes magnifiques, puis on les a beaucoup aimés. Fait que moi, en fait, c'est ça. C'est drôle parce qu'au début, on avait décidé qu'on présentait chacune notre article préféré et toutes les deux, Marie-Hélène et moi, on n'a pas été capables d'aller à un seul article. Fait que moi, les articles que j'ai retenus, il y a l'article qui s'intitule « Ma maison » de Suzanne Vallière-Nollet. Cet article-là parle un peu dans le fond, Suzanne qui a acheté une maison dans un petit village, puis qu'elle a beaucoup fait de travaux de restauration. C'était une maison qui était vouée au démolissement, une maison centenaire, mais que là, se rend compte que la maison qu'elle avait rêvée, la maison tant idéalisée où ses amis allaient se réunir, tout ça, finalement, avec la distance aussi qui a été un peu imposée par la pandémie, par l'hiver, par les saisons, se retrouve seule. Puis c'est un texte qui est très poétique, qui amène aussi à l'idée que des fois aimer une maison, c'est la quitter.
Fait que c'est un texte qui m'a vraiment beaucoup émue, puis beaucoup, tu sais, ça m'a fait penser aux réflexions qu'on a eues plus tôt dans l'épisode sur, tu sais, l'idée d'idéaliser des maisons, de vouloir peut-être changer de maison, puis tout ça, puis de se rendre compte que la réalité, puis les rêves, puis les fantasmes, c'est pas la même chose, puis que des fois, ce qu'on avait rêvé arrive pas finalement, ou est beaucoup plus difficile à obtenir qu'on le pensait. Et ben j'ai envie, Marie-Hélène, je sais que toi aussi t'avais choisi ce texte-là, fait que... Ouais, je savais pas si tu voulais comme nommer tes 2 autres textes, mais oui, j'ai envie de jumper justement sur ce texte-là, Ma maison, parce que c'est comme après l'édito, c'est comme le premier texte du magazine, puis c'est ça, il est très marquant, il est touchant, il parle de plein de douleurs liées à la perte, au deuil d'un certain fantasme ou la fin des choses. C'est ça, avec juste beaucoup de transparence par rapport à cette douleur-là. Aussi, l'absurdité des fois de penser que c'est dans le matériel qu'on va trouver notre réconfort ultime, alors que c'est beaucoup plus dans les relations nourrissantes avec les autres ou avec un sentiment de paix qu'on cultive par rapport à nous-mêmes. J'ai marqué, tu sais, c'est l'absurdité de posséder quand finalement on se rend compte que ce sont les gens qui meublent nos vies. Ah, c'est beau. Puis, il y a aussi, elle parle de qu'elle avait idéalisé sa maison comme sur un lieu de création. Elle dit « J'ai cru qu'une pièce bien à moi me ferait écrire. J'ai cru qu'un beau vase ferait pousser des roses. » En tout cas, il y a plein de passages vraiment d'une beauté époustouflante dans ce texte-là, puis je l'ai encore plus aimé à le relire aujourd'hui. Alors voilà, on vous le recommande très chaudement. Ton deuxième texte, Catherine, c'est lequel? Ben, en fait, je vais vous présenter tout de suite les 2 textes, les 2 autres textes que j'ai choisis parce que j'ai vu beaucoup de parallèles, puis il y avait aussi des parallèles dans le texte de Suzanne Vallière. Suzanne Vallière-Nollet. Il y avait le texte de Romaine Coke qui s'appelle « Il y aura autre chose », en parenthèse, mythonymie. Et il y avait aussi le texte L'avenir, Grandma et moi de Clara Lagacé. Puis je les ai choisis, puis j'ai pas été capable de choisir un ou l'autre. Parce que j'avais l'impression que c'était beaucoup des textes qui parlaient de comme du déménagement, de quitter des endroits. Dans le texte de Clara Lagacé, tu sais, elle va faire la liste un peu des endroits dans lesquels elle a vécu, puis tu sais, l'espèce de passage d'un lieu à l'autre. Puis elle fait le parallèle aussi avec sa grand-mère qui a immigré au Canada de l'Angleterre quand elle était jeune femme, dans le fond nouvellement mariée. Puis le parcours qu'elle a fait, puis même qu'elle est retournée dans son village. Mais bref, il y a toute une réflexion sur les espaces où on vit. Puis, ben, ce que tu disais, Marie-Hélène, tantôt, tu sais, le fait que c'est les gens qui font l'espace et non pas le lieu en tant que tel. C'est ça, il y avait quelque chose que je retrouvais là-dedans. Puis dans le texte de Romaine Coke, en fait, c'est l'histoire d'une personne qui quitte son logement. Elle était même propriétaire, puis là, elle va quitter pour aller vers une location. Fait que c'est tout un peu l'espèce de chronique des derniers moments dans son logement, de ce qui l'a amené à quitter, puis de finalement le jour du déménagement, le jour, tu sais, l'espèce d'aspect un peu futile des difficultés administratives, des fois, là, de comme qui va donner la clé, tout ça. Puis elle part du fait que comme au moment où, tu sais, c'est décidé, elle va partir, là, elle se prend comme d'une panique de genre, ben non, j'aurais dû rester, je prends la mauvaise décision, tu sais, cette espèce de revirement, finalement, dans son attitude par rapport à son déménagement. Puis, bien sûr, qu'elle se ressaisit, puis elle est comme, non, c'est la bonne décision, c'est ça qu'il faut faire. Puis je sais que ça m'a vraiment touchée parce que j'ai l'impression que j'ai pas vécu énormément de déménagements dans ma vie, mais je sais que pas mal tous les déménagements que j'ai vécus, je me souviens très bien de la veille de mon départ, d'avoir une montée d'angoisse incroyable, de dire non, c'est pas la bonne chose, je ne fais pas la bonne chose, tu sais. Puis même dans un appartement, là, je me souviens du dernier appartement que j'avais, là, que j'aimais plus, là, que j'étais pas bien dedans, que je voulais vraiment déménager, j'étais vraiment tannée d'être là. Mais tu sais,
d'éclater en sanglots en me disant que j'avais pas pris la bonne décision puis qu'il fallait pas qu'on déménage puis que c'était la pire décision du monde. Tu sais, je me reconnais vraiment là-dedans puis j'ai l'impression que c'est sûr que je vais faire ça la prochaine fois que je vais déménager, même si le lieu où je m'en vais va être parfait pour moi à ce moment-là. Je suis sûre que je vais comme faire oui, mais là, c'est le lieu où mon enfant fait ses premiers pas, je peux pas quitter. Tu sais, il y a comme tu sais, il y a comme un attachement, mais tu sais en même temps, je me dis comme ben tu sais, moi, le logement où j'ai habité pendant les 2 premières années de ma vie, j'en ai aucun souvenir, j'ai genre 2 photos, puis je m'en fous ben raide, là, comme c'est pas grave, là. Tu sais, c'est pas important, finalement, parce que ce qui est important, c'est les gens, c'est les souvenirs, c'est pas le lieu en tant que tel, c'est pas les murs, tu sais. Fait que, il y avait de ça, là, tu sais, de quitter, de réfléchir à comment on quitte des endroits, mais comme on se les idéalise aussi beaucoup. Fait que ouais, j'ai été vraiment touchée par ces textes-là là, qui parlaient justement du déménagement puis de du questionnement à où on habite, d'où on vient. Puis dans le texte de Clara Lagacé, il y avait aussi un volet là, tu sais, d'habiter dans plusieurs régions, dans plusieurs villes, de plus savoir, tu sais, c'est où la maison. Tu sais, moi, tu sais, j'habite à Québec, je suis originaire de l'Outaouais, j'ai aussi de la famille en Abitibi. Fait que tu sais, se promener tout le temps un peu, j'ai des amis à Montréal, tu sais, où se poser, tu sais, je me pose souvent la question, est-ce que j'habite dans la bonne ville, puis est-ce que je pourrais déménager dans une autre ville, tu sais. Mais c'est des grands questionnements. Puis je me rends compte en lisant ces 3 textes-là que c'est vraiment pas, qu'il y a aucun scénario qui est simple, finalement. Il y a aucune décision qui va clore aucun de ces questionnements-là, finalement. At the end of the day, on fait juste des choix qui ont des conséquences différentes, puis il n'y a pas toujours une bonne réponse ou une mauvaise réponse, il y a juste les conséquences de nos décisions. Exactement. Mais j'ai hâte de t'entendre sur les textes que tu as choisis, Marie-Hélène. Moi, les 2 textes que tu as nommés, je les ai beaucoup aimés aussi. Par contre, les 2 autres que j'ai choisis, ce sont « Ceux qui meurent par mes absences » de Sarah-Jeanne Ouellette. Et magnifique. Ouais. Puis l'autre, c'est un texte accompagné de photos qui ont été faites par Clémence Gachot-Coniglio. C'est « Home is not home is home ». Le texte de Sarah-Jeanne Ouellette, pour moi, c'est un texte qui parle aussi du deuil puis de la mémoire. Puis le clash, justement, entre le fantasme de notre vie, de notre espace et la réalité, ça parle plus de la maison comme un lieu où potentiellement il arrive des choses traumatisantes ou marquantes. Tu sais, à part de la mort de son lapin quand elle était enfant, son lapin qui habitait dans une pièce, je pense, au sous-sol, puis qui a visité aux 2 jours, puis personne lui avait dit que c'était pas assez. Puis un jour, elle est allée rendre visite à son lapin, puis qui était mort, puis qui était crispé. Puis tu vois à quel point cette image-là est marquée dans son esprit. Puis cette espèce de sentiment-là d'échec qu'elle a pas pu prendre soin d'un autre être vivant, elle essaie aujourd'hui à travers... Bon, elle dit qu'elle a de la misère à faire... à s'occuper de ses plantes. Donc, elle achète des fleurs coupées chez le fleuriste. Puis... une fois que les fleurs commencent à faner, elle les suspend dans son garde-robe d'entrée pour les faire sécher puis un peu préserver une apparence de vie. En tout cas, c'est une réflexion qui est un peu fragmentaire, mais sur la vie, la mort, l'enfance, la mémoire, l'absence de vie dans une maison aussi, qu'est-ce que ça peut signifier, puis se rappeler ou en même temps de la fragilité de la vie. Ouais, même si moi j'ai pas vécu les mêmes expériences que cet auteur-là, il y a comme quelque chose qui résonnait là chez moi en lisant ces mots. Puis l'autre texte par Clémence Gachot-Coniglio, c'est déjà le titre est en anglais, puis de ce que je comprends, l'auteur parle 3 langues, c'est-à-dire le français, l'anglais et l'italien. Puis elle commence son texte en disant que en anglais le mot home ou même l'expression italienne, je pense, c'est mi ritornare a casa, je pense, quelque chose de même. Pardonnez mon accent italien. Sento la mancanza di casa. Je ressens le manque de la maison. Puis elle dit que le mot retourner, l'expression retourner à la maison en français n'est pas assez parlante pour elle. Puis étant quelqu'une qui parle couramment
deux langues. En tout cas, j'ai trouvé intéressant ça aussi, des fois, que quand les mots sont imparfaits pour décrire un sentiment. Puis c'est une personne aussi qui a choisi d'être un peu en transit, là. Elle est dans une phase de sa vie où elle a pas de chez soi à elle. Elle est hébergée un peu chez des amis, tu sais, comme elle a pas de pied à terre, tu sais, elle se dépose de lieu en lieu pour une série de quelques mois à la fois, puis les photos qui accompagnent le texte sont des reflets de tous ces espaces-là qu'elle a habités, tu sais, dans les dernières années, puis je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans cet exercice-là de voir, d'essayer de capter qu'est-ce qui fait la maison, mais en même temps, tu ressens comme que ces lieux-là ne lui appartiennent pas. En tout cas, moi, j'ai l'impression que j'ai ressenti ça à voir les photos, c'est que tu vois que c'est des lieux qu'elle observe, mais pas nécessairement des lieux qu'elle habite pleinement. Fait que je trouve que c'est une belle exploration, tu sais, puis ça parle aussi choisir de s'enraciner ou pas dans les lieux, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie de toujours peut-être rester à la même place pour un certain temps, le chasser la possibilité d'un ailleurs, refuser à quelque part de se faire des fondations, tu sais, refuser que le chez-soi soit coulé dans le béton littéralement, puis pouvoir être légère puis se promener. Fait que c'est ça les deux autres textes sur lesquels je voulais attirer votre attention et que je vous invite à aller lire dans le dernier numéro de Françoise Thériault. On est déjà rendu à la fin de l'épisode. C'est le moment du check-out. Marie-Hélène, comment tu te sens? Sereine! Autant qu'avant d'enregistrer notre deuxième épisode, là, j'étais nerveuse. Celui-ci, je trouve ça a coulé, puis tu sais, j'aime ça parler avec toi, puis on est confortable, puis j'ai l'impression que ça fait en sorte qu'on est capable de se livrer, comme. Puis pour vous donner un peu là, de contexte, tu sais, lorsque Catherine et moi, on planifie nos épisodes, on se met des repères, on sait à peu près où on s'en va, on se met un peu un contenant, des marqueurs, mais on planifie pas mot pour mot nos conversations. Puis je suis un peu agréablement surprise, en fait, des zones sur lesquelles on a flotté ensemble aujourd'hui. Check out pour toi, comment tu te sens? Ben, je me sens vraiment bien, je me sens vraiment calme, là, je te l'ai dit, c'est pas une super bonne semaine pour moi, puis j'étais très très anxieuse ce matin, puis là je me sens vraiment apaisée, ça m'a vraiment fait du bien d'enregistrer l'émission avec toi. Tu sais, on a abordé ce dont on voulait parler, mais en même temps je pense qu'on a été surprise par la teneur, tu sais, la réflexion sur le chez-soi, tu sais, on s'était dit qu'on allait la faire, mais on l'avait pas nécessairement planifié, puis je trouve que ce qui est ressorti de ça, puis de tout l'ensemble, là, c'était vraiment bien, je suis vraiment contente, c'est vraiment un bel épisode, j'ai très hâte que tout le monde puisse l'entendre. Puis justement, si vous voulez nous aider à produire ce balado, vous pouvez nous soutenir financièrement. Et d'ailleurs, on réserve à toutes les personnes qui nous feront un don d'ici le 15 décembre 2020 un épisode boni sur Occupation Double chez nous. Ben oui! Marie-Hélène et moi, on a regardé cette dernière saison de OD et dans cet épisode-là spécial, on va vous livrer nos impressions sur la finale, sur l'heure de vérité, mais aussi sur la saison en général, puis sur les personnages qui ont fait le show cette année. On a vraiment hâte de vous partager ça. Donc, pour recevoir cet épisode boni, rien de plus simple. Vous pouvez aller sur notre site web à entredeuxeaux.pinecast.co et vous pouvez cliquer soit sur notre lien PayPal, soit sur « Soutenez-nous en devenant un de nos flotteurs ». À partir de là, vous allez avoir deux options, soit de nous faire un don unique du montant de votre choix ou un don récurrent. Ça, c'est sur Pinecast uniquement. Puis vous choisissez le montant que vous souhaitez nous verser à chaque mois. Tous les dons comptent honnêtement. Marie-Hélène et moi, on a investi jusqu'à maintenant notre propre argent dans ce projet pour payer nos contributrices, nos frais d'hébergement, etc. Mais si vous aimez ce qu'on fait et si vous en êtes capable, ben, on vous invite à contribuer financièrement. Et dernière petite chose, n'oubliez pas de prendre un screenshot de votre don. Vous pourrez ensuite nous envoyer ça par courriel à entredeuxeaux.balado@commercialgmail.com et le 16 décembre, on va vous envoyer notre épisode boni sur OD chez nous.
Et si vous voulez réagir à notre épisode sur le chez-soi, il y a plusieurs façons de nous rejoindre. On est sur Instagram et Facebook avec le handle entredeuxeaux.balado. Entre2eaux, c'est tout en lettres. Vous pouvez aussi nous écrire un courriel à l'adresse entredeuxeaux.balado@gmail.com. Et si vous aimez notre épisode, parlez-en autour de vous, mettez-nous des étoiles sur votre plateforme de balado préférée, soumettez un avis. Vous pouvez également vous abonner. On est sur Apple Podcasts, on est sur Spotify et plein d'autres applications de podcasts. Et on vous annonce qu'on sera là le mois prochain, début janvier, pour un nouvel épisode qui aura le thème des bye-bye. Parce qu'anyway, c'est le seul divertissement autorisé le 31 au soir par le gouvernement du Québec. Mais faut dire qu'on avait décidé ça avant, puis que Marie-Hélène et moi, on est deux grandes fans des bye-bye. Les bye-bye vintage, oui. Doit-on préciser? Années 90, c'est les meilleurs. On va vous en parler. On vous souhaite presque bonne année. Joyeuse fête! Bonne année! Il y a certains d'entre vous à qui on va reparler là avant les fêtes parce que vous écouterez notre épisode Bonnie. Puis voilà, fait qu'on se reparle bientôt. Prenez soin de vous, restez en santé, prenez soin de votre chez vous et à bientôt! À bientôt! Ce balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène Larochelle et Catherine Ploufjeté. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. Notre thème musical est composé et interprété par Poulain et notre visuel est une création de Roxane de Carufel. Nous avons enregistré cet épisode chacune chez nous, moi Catherine à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Et moi, Marie-Hélène, je suis à Montréal, au Dio-Diagué, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Kanien'kehá:ka. Ce balado est une idée originale de Catherine Ploufjeté et Marie-Hélène Larochelle.